Bonjour à tous. Je me présente rapidement, Bruno Boucher, en charge du développement d'ID4Car sur la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un plaisir de vous retrouver dans ces nouveaux épisodes de nos Meetup for Mobility organisés par ID4Car dans le cadre, en l'occurrence, des micro-mobilités. Vous aurez à votre disposition la partie chat en bas de votre écran. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nous les relayerons auprès de nos intervenants de façon à pouvoir les poser soit lors de l'intervention, soit plutôt dans une deuxième partie. Le plaisir aussi du coup de partager avec nous l'entité SIGO qui est présente parmi nous pour structurer une filière cycle sur la région Pays de la Loire. Et puis aussi une information que je voulais vous citer, qui était que ID4Car a été sollicité par la région Nouvelle-Aquitaine aux côtés d'autres structures, mais pour structurer justement une filière cycle au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vous propose qu'on puisse commencer sans tarder par un état de l'art très rapide. 2021, pour donner un ordre de grandeur, 1 660 000 voitures neuves achetées en France. En parallèle, 1 800 000 trottinettes vendues en France sur la même période. 2 700 000 vélos neufs achetés en France en 2021, soit plus de 65% de plus que le nombre de voitures achetées. On n'a clairement plus affaire à une lubie du vélo, des expérimentations, mais vraiment un véritable changement dans nos mobilités. On le voit au titre de nos déplacements individuels, mais aussi au titre de nos déplacements intégrés dans des déplacements beaucoup plus collectifs. C'est pour ça qu'on remarque aussi, pour vous citer quelques exemples, mais les premiers qui me viennent en tête, des autorités organisatrices de la mobilité, telles qu'un Grand Poitiers Communauté urbaine, qui annoncera dans les prochaines semaines le nom de son futur exploitant de son réseau de vélos et trottinettes en libre service. Une agglomération comme Limoges Métropole, qui vient de lancer un appel à projet pour l'exploitation de son réseau de vélos électriques en libre service et sans station. Encore une agglomération telle que Rennes Métropole, qui, dans le cadre de son schéma directeur vélo, a lancé et poursuit son ambition de mettre à disposition plus de 500 km de pistes cyclables sécurisées. Donc on voit bien une prise en main à titre individuel, mais aussi à titre collectif, de ce sujet vélo, trottinette, en tout cas de façon générale, mobilité douce, mobilité active, engin de déplacement personnel. Mais aussi des entités privées, puisqu'on le voit aussi maintenant, des entreprises, des sociétés. Je citerai un exemple tel que La Poste, qui se dote à présent de vélo cargo VUF, entre autres, pour le transport de ses colis. Donc on a affaire à plus qu'une tendance maintenant, des vrais changements dans les mœurs, et surtout la nécessité de les organiser, tous ces déplacements qui sont réalisés par ces engins de déplacement. Les organiser pour les intégrer dans leur environnement urbain, périurbain, environnement rural, mais aussi les sécuriser. C'est pour ça qu'on a voulu faire intervenir, et je vais immédiatement passer la main à Joachim Henry du CEREMA pour nous faire un point avec sa vue globale d'entité, en tout cas spécialiste sur la mise en place des mobilités durables au sein de nos réseaux, de façon à ce qu'il puisse nous éclairer sur cet aspect-là. Joachim, je te laisse la parole. Ok, bonjour à tous, merci beaucoup. Je vais donc effectivement faire cette première partie de la présentation. La question, comme Bruno vient de vous l'exposer, c'est quelles infrastructures fixes pour nos mobilités actives et douces. Donc moi, je suis Joachim Henry, comme ça vient d'être dit, et je travaille au CEREMA, et justement, nous conseillons beaucoup les collectivités sur cette question précisément. Quelles infrastructures et les propriétés de ces infrastructures, notamment en termes de largeur, de séparation entre ces infrastructures-là et le reste de la voirie, etc. Alors, je voudrais revenir un petit peu aux fondamentaux et dire pourquoi, rappeler un petit peu les principales raisons qui font que pour l'acteur public, pour les acteurs publics, il est intéressant de développer le vélo. La toute première raison, c'est pas celle qu'on attend, c'est la question de l'activité physique régulière. D'ailleurs, c'est
pour ça qu'on parle beaucoup maintenant de mobilité active. On entend en plus cette expression que mobilité douce maintenant. C'est parce que c'est ça qu'on vise en premier. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais sachez que c'est un enjeu de santé publique qui est très, très important. Si vous voulez vous renseigner un peu plus là-dessus, vous pouvez très facilement trouver des informations sur, par exemple, les pages de l'Organisation mondiale de la santé sur la question de la sédentarité. Ou en France, on a un observatoire spécifiquement qui travaille sur ces questions, c'est l'ONAPS. Le deuxième aspect qui va beaucoup nous intéresser, c'est en termes de qualité de vie, puisque le vélo a cet avantage qu'il est non polluant, évidemment, vous en doutez, mais aussi qu'il est non bruyant. Hein. Le bruit, ça peut être vraiment une source de souffrance lorsqu'on est au bord d'une infrastructure routière, et aussi qu'il est très peu dangereux pour les autres usagers. C'est vrai que souvent, on se dit oui, le vélo, j'en fais pas parce que c'est dangereux, mais le vélo ne tue pas ou très très peu les autres. Alors que finalement, eh bien, les infrastructures routières, c'est une cause de danger importante de manière générale. Et ces trois qualités font que, comme je vous l'ai dit, le vélo, plus de pratique du vélo concourt à une meilleure qualité de vie, notamment dans les endroits densément peuplés. Réciproquement, il y a d'autres intérêts au vélo, et notamment, il est très peu coûteux pour l'usager. Il est aussi possible à tout âge et sans permis. Et tout ça fait que le vélo a une très bonne accessibilité sociale, notamment pour des gens qui n'ont pas forcément facilement accès à la voiture individuelle. Et là, je rebondis sur ce que disait Bruno en introduction avec la question des ventes de voitures et de vélos. Et derrière ces ventes se pose la question du coût. Le coût de la voiture est quelque chose qui augmente très fort et très vite. Et en plus, en ce moment, se pose beaucoup la question de l'accessibilité de l'énergie, de l'accès à l'énergie. Alors évidemment, il y a le contexte géopolitique qui est pour quelque chose, mais de manière générale, année après année, la consommation de notre société et d'autres, la consommation globale d'énergie augmente et on n'a pas forcément des moyens d'y répondre. Et du coup, le vélo permet de répondre à ce besoin de moindre consommation d'énergie. Alors, évidemment, on peut répondre, et le vélo électrique aussi, ça consomme de l'électricité. Oui, bien sûr, mais un vélo électrique, ça consomme quelque chose comme 20 fois moins qu'une voiture électrique, par exemple. Et un dernier aspect qui nous intéresse beaucoup pour développer le vélo, c'est que le vélo, c'est capacitaire. Par là, j'entends que ça prend moins de place, notamment que la voiture individuelle. Évidemment, ça prend moins de place lorsqu'on circule avec, mais c'est surtout lorsqu'on est garé avec. Sur une seule place de stationnement de voiture, on peut très facilement mettre 4 voire 5 arceaux de vélo, c'est-à-dire 8 à 10 places de vélo. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Donc, pour des villes qui sont à forte densité ou des villes qui sont à forte variation de population, comme toutes les villes qui ont un attrait touristique, eh bien, ce côté capacitaire est quand même très intéressant. Alors, une fois que vous voyez tout ça, vous vous dites, oui, ok, c'est bien mignon, mais le vélo, ça ne peut pas être le mode de déplacement pour tout. Et le premier problème qu'on voit, c'est la question des distances. C'est gentil de parler du vélo pour de faibles distances, mais dans notre quotidien, on doit aussi faire de grandes distances et la voiture est souvent nécessaire. Eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quand même une large partie de nos déplacements qui sont très courts. En fait, même lorsqu'on est en milieu rural, c'est sur ce point-là que j'insisterai, on a plus de la moitié de nos déplacements qui font 5 km. C'est quelque chose de très raisonnable à vélo. 5 km, c'est environ 20 minutes pour quelqu'un qui est lent à vélo. Donc, vous voyez que c'est largement faisable. Quel que soit le milieu dans lequel on habite pour une bonne partie de nos trajets. Et néanmoins, le vélo est très, très peu pratiqué aujourd'hui en France. Alors, ça augmente, notamment en urbain, et notamment en urbain dense. Mais on est loin du potentiel. On voit qu'il y a un énorme potentiel de pratique du vélo qui n'est aujourd'hui pas rempli. Et alors se pose la question comment encourager la pratique du vélo, vu que en tant qu'acteur public, on a tout intérêt à l'encourager. Et là, la première chose, c'est d'essayer de voir quels sont les freins à la pratique du vélo aujourd'hui. Et on rencontre essentiellement deux grands freins, dont vous devez vous douter. Le premier, c'est le sentiment d'insécurité, qui peut être
une insécurité réelle, hein, mais qui est ce qui fait qu'on ne pratique pas le vélo, c'est bien ce sentiment d'insécurité. Et du coup, comment on peut lutter contre ce sentiment d'insécurité? La première chose, c'est le sujet du jour, c'est en développant des aménagements cyclables de qualité. Et c'est ça sur lequel on travaille beaucoup au CRM. Ce n'est pas le seul moyen. Il y a aussi apaiser les vitesses. Évidemment, lorsque on est sur des vitesses des véhicules motorisés qui sont plus faibles, les interactions entre véhicules motorisés d'une part et vélos et piétons d'autre part se passent beaucoup mieux. On peut aussi essayer de rassurer les gens ou travailler à leur formation pour qu'ils sachent mieux se déplacer à vélo, hein, même si le code de la route est à peu près le même pour tous. On a finalement, chaque type de véhicule a une conduite. On doit adopter une conduite un peu spécifique avec chaque type de véhicule. Et du coup, il est possible de donner des formations, puisqu'il y a des gens qui se sentent tout à fait à l'aise pour se déplacer en voiture en ville, mais qui ne se sentent pas du tout à l'aise pour se déplacer en vélo, parce qu'ils sentent bien que ça ne se conduit pas de la même façon finalement. Donc, on peut faire des programmes scolaires ou de la formation pour des adultes. Le deuxième grand frein, c'est la peur du vol. Et là-dessus, et on va beaucoup en parler aujourd'hui, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est prévoir des stationnements abondants et adaptés, ou du travail sur le vélo en libre service. Donc là, tout à l'heure, vous verrez des innovations qui concernent spécifiquement ce sujet. Et une fois qu'on a parlé de ces deux grands freins, il y a d'autres choses, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour encourager la pratique du vélo et qu'on fait en ce moment. Je vais vous en donner quelques-uns en vrac. On peut travailler sur la location longue durée de vélos à assistance électrique en particulier. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup le vent en ce moment et qui encourage beaucoup la pratique du vélo. Dans la même veine, on peut travailler sur de l'aide à l'acquisition de vélos, et là aussi en particulier de vélos à assistance électrique. On peut faire de l'aide à la réparation. Il ne faut pas négliger aussi tous les aspects un petit peu événementiels. Beaucoup de villes maintenant organisent des fêtes du vélo pour encourager la pratique. Et puis, il y a plein de choses qui sont faisables au niveau des employeurs. Par exemple, le forfait mobilité durable, pour encourager les gens à se déplacer, que ce soit à vélo ou d'une autre façon qui soit douce. Et il y a beaucoup d'autres initiatives que les employeurs peuvent mettre en place. Et il y a un label aujourd'hui qui est le label Employeur Pro Vélo qui permet d'aller dans ce sens. Et pour ce qui est du sujet du jour et de ID4Car en particulier, il y a bien sûr l'innovation de manière générale. Il y a encore plein de pistes à explorer pour mieux encourager la pratique du vélo et derrière avoir une solution de mobilité qui soit plus résiliente et meilleure pour notre qualité de vie. Alors, sur les aménagements cyclables, puisque c'est ça sur le sujet sur lequel le CEREPA travaille en particulier, nous avons publié ce guide que vous voyez ici, qui est gratuit. Je vous ai mis une grosse souris dessinée pour dire qu'une fois que vous aurez le support, vous avez juste à cliquer sur l'image pour pouvoir télécharger ce guide. Et je vous ai mis ici le sommaire du guide pour vous montrer que finalement, il y a vraiment plusieurs points à aborder lorsque on réalise l'aménagement de la voirie, plusieurs points auxquels penser. Je vais insister sur quelques-uns, en particulier le point 1. D'abord, il faut planifier. Créer des aménagements cyclables, ce n'est pas réfléchir rue par rue à la solution, c'est plutôt réfléchir à un territoire dans son ensemble pour avoir des liaisons qui soient continues. Il y a un autre point et qui est un petit peu lié à ça, c'est qu'il faut travailler sur l'ensemble du plan de circulation. Et là, je parle même pour les voitures, puisque finalement, on va avoir, et surtout dans les petites villes, un trafic de transit important. Et ce trafic de transit, c'est important qu'il soit canalisé pour que finalement, on ait des solutions qui soient adaptées. Là où on a un trafic important, on met des aménagements séparatifs très sécurisants. Là où on a très peu de trafic, on peut avoir des aménagements beaucoup plus légers, voire de la mixité entre vélo et voiture. Ça peut tout à fait être confortable si on a très peu de trafic et de vitesse. Il y a d'autres points sur lesquels je veux insister, notamment c'est la question des intersections. Lorsqu'on crée des aménagements cyclables, gérer tous les carrefours, eh bien, c'est une question spécifique et qui demande une attention toute particulière. Et puis le dernier point, c'est le stationnement des vélos, dont on va reparler tout à l'heure, mais aussi stationnement des voitures. Et là, c'est un sujet qui pique un peu.
Le stationnement des voitures, on aime bien en avoir partout, dans toutes les rues, mais il pose de gros problèmes de sécurité. Et notamment l'ouverture des portières, c'est un risque très important pour les vélos, et les masques à la visibilité pour les piétons qui traversent. Donc, le stationnement des voitures, il a aussi un autre défaut, hein, c'est qu'évidemment, il nous prend la place qui est souvent nécessaire pour créer des aménagements cyclables qualitatifs. Donc là-dessus, vous vous doutez que face à ça, il y a aussi de bons arguments pour le garder. Et donc, il y a un vrai enjeu de choix politique. Mais en tout cas, c'est un levier très important lorsque on veut développer les aménagements cyclables de qualité. Je vous donne une vue très rapide de nos recommandations sur les aménagements cyclables. Là, quand vous voyez tout ce tableau, c'est un tableau qui est extrait du guide dont vous avez le lien juste avant. Ce sur quoi je veux insister, et c'est assez logique au fond, c'est ces deux colonnes-là. En fait, ce que vous voyez, c'est que le choix des aménagements cyclables à un endroit donné va dépendre en grande partie de la vitesse des véhicules à cet endroit et de leur trafic. Évidemment, plus on a de vitesse, plus on a de trafic, plus il faut des aménagements sécurisants et du coup contraignants à mettre en place. Donc finalement, les territoires ont deux leviers, c'est-à-dire créer des aménagements cyclables qui soient adaptés aux conditions ou essayer de jouer sur ces conditions lorsqu'on n'a pas la place pour créer des bons aménagements. Donc on peut essayer d'apaiser les vitesses, on peut diminuer le trafic à certains endroits en jouant sur le schéma de circulation, ce qui permet d'avoir un bon niveau de service pour le vélo. Alors, en ce moment, on voit plein de bonnes initiatives apparaître. Déjà, ici, vous avez une image de la Villa 30. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se répand beaucoup en ce moment et qui permet vraiment d'améliorer les interactions par rapport à une vitesse à 50 dans des milieux urbains. Ici, le CD le passage multidirectionnel qui est prévu depuis quelques temps déjà dans le code de la route et ça a mis du temps, mais on commence à en voir pas mal qui se mettent en place et qui a de gros intérêts en termes de sécurité. De la même façon, le double sens cyclable, lui aussi très intéressant en termes de réseau et de sécurité, on en voit de plus en plus. Et l'impasse franchissable par les vélos et les piétons, dont on a un petit peu une illustration finalement. Ça, c'est un cas de filtre modal. C'est quelque chose qui permet, on a transformé en interurbain, dans un milieu rural, on a transformé une petite voie communale qui avait peu d'intérêt en termes de desserte en aménagement cyclable. Ça, c'est quelque chose voilà, qui apparaît en ce moment et qui est très intéressant. Autre initiative qu'on voit de plus en plus, c'est la rue aux enfants, c'est-à-dire sur des rues qui sont dont le principal enjeu de circulation est la desserte d'un établissement scolaire, eh bien, on peut tout à fait fermer la circulation à l'heure d'entrée et de sortie de l'école, ce qui fait que les enfants terminent le chemin à pied. Une bonne partie d'entre eux vont faire l'intégralité de leur chemin à pied. Et au final, ça permet d'avoir des situations beaucoup plus sécurisées. Bruno en a parlé, il y a aussi la question des réseaux cyclables, il en a parlé pour Rennes notamment, des réseaux cyclables à haut niveau de service qu'on voit apparaître dans les métropoles essentiellement, qui visent vraiment à encourager la pratique avec des aménagements continus et de très grande qualité. Et dans la même veine, on voit apparaître ce type de giratoire qu'on appelle le giratoire à la hollandaise, souvent, qui est une transformation d'un grand giratoire en rajoutant des îlots intra-annulaires, ce qui permet d'améliorer considérablement la sécurité et les interactions entre usagers. Alors, je finis très rapidement avec un mot sur la question de la gouvernance. Et notamment, il y a la question des autorités organisatrices de la mobilité qui a été modifiée en fait par la loi d'orientation des mobilités. Et juste pour vous dire, voilà, pour les collectivités que ça intéresse, vous avez cette fiche que vous pouvez retrouver très facilement sur Internet et qui vous donne des indications sur l'organisation dorénavant des collectivités depuis la LOM. Voilà, merci à tous. Merci Joachim pour cette intervention. Donc on comprend bien en effet que quel que soit le motif qui nous a fait prendre ou continuer à prendre le vélo, les modes doux, donc tous les engins de déplacement personnel, quel que soit le motif, pour des raisons environnementales, financières, le confort, la qualité de vie tout simplement, voire la santé, finalement en effet il faut que tous ces déplacements-là soient vraiment et nécessairement
organisé, incrémenté au sein d'un plan des mobilités, donc tenu par nos organisatrices, en tout cas autorités organisatrices de la mobilité, pardon, au travers d'un schéma directeur pour être intégré vraiment dans l'écosystème, dans leur environnement. Ça passe aussi, comme Joachim le disait, eh bien, forcément par la sécurisation des circulations. On l'a bien vu avec des exemples de pistes séparées, etc., entre autres sur les visuels. Du coup, ce qui me permet de faire le lien avec Perrine Lakesh. Perrine Lakesh qui est responsable du développement dans l'ICHROME et qui va nous présenter les types d'installations qu'Olichrome a pu mettre en place et mettre en place au sein notamment des structures, en tout cas des réseaux cyclables au travers des différentes agglomérations. Perrine, je te laisse la main. Bonjour. Merci, effectivement. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui les marquages luminochromes qui ont été développés par notre société et qui ont été les premiers marquages luminescents qui ont été développés pour sécuriser les mobilités de nuit. Donc, on va retrouver certains sujets qui ont été évoqués par Joachim, et on va parler aussi d'encourager les mobilités de nuit à une époque où, dès lors qu'on veut encourager les mobilités collectives au quotidien, fatalement, à un moment donné, on va se retrouver à se déplacer à la nuit tombée, et à une époque avec un sujet très, très actuel où on va en même temps dans des collectivités qui doivent réduire l'éclairage public. Comment continuer à sécuriser des pistes ou des aménagements piétons tout en réduisant l'éclairage. Alors concrètement, quand on parle de photoluminescence, de quoi on parle? C'est un principe connu qui est celui de matériaux ou de revêtements qui sont en capacité de capter l'énergie de la lumière et de la retranscrire en s'illuminant de façon à être visible dans l'obscurité. Nous, ce qu'on a fait au sein de la société Olichrome, c'est de réussir d'abord à adapter ces matériaux à l'environnement extérieur et surtout à pousser beaucoup plus loin les capacités des pigments de photoluminescence que ce qui se trouve classiquement, de façon à obtenir un niveau de charge très important et donc une capacité d'illumination de la peinture une dizaine d'heures dans la nuit pour pouvoir créer un guide lumineux comme vous pouvez le voir ici sur cette première piste qui a été faite à Pessac en 2018. Donc, c'est un des produits sur lesquels un brevet a été déposé et qui a fait l'objet de plusieurs années de recherche. Concrètement, depuis 2 ans maintenant qu'on le déploie de façon plus importante, on a vraiment pu mettre en avant les bénéfices de sécurisation sur des aménagements doux ou actifs, que ce soit pour des piétons ou des cyclistes, avec 2 grands bénéfices. Un bénéfice de guidage pour rassurer, et c'était un des points soulevés par Joachim Henry, rassurer les usagers, les encourager à rester sur les aménagements qui sont prévus ou sur lesquels ils sont sécurisés. Et puis, il y a un deuxième bénéfice qui est de pouvoir alerter ces usagers en avance de phase quand ils arrivent sur des zones de danger, et notamment les cyclistes leur permettent d'aménager leur vitesse, de ralentir quand ils arrivent sur des points dangereux. Aujourd'hui, on est essentiellement en France et on a commencé à avoir des déploiements à l'étranger. On a plus de 150 réalisations qui nous permettent de partager ces conclusions. Je vais vous montrer quelques photos qui illustrent bien les bénéfices, enfin les usages, pardon. Donc, si on parle de guidage en mobilité piétonne, vous avez à gauche un guidage où on est essentiellement sur un effet de réassurance, puisqu'il s'agit d'encourager les piétons à utiliser des passerelles qui permettent de lier deux parties d'une collectivité autour d'une rivière. À droite, c'est quelque chose de beaucoup plus actif en termes de sécurité, puisque la peinture a été utilisée pour marquer un cheminement piéton sur une aire d'autoroute dédiée au stationnement des camionneurs. Les camionneurs ne voyaient pas le chemin, ils utilisaient le bitume pour aller rejoindre la maison de service avec tous les dangers que ça représentait. Donc là, on voit de nuit la façon dont le chemin se dessine. On peut également utiliser le guidage avec des pictos beaucoup plus sympas, de l'animation, comme ça a été fait dans cette collectivité de Québec, dans lequel ils ont marqué le cheminement entre une école et le parking de l'école. Sur le guidage, quand on va parler de cyclistes, on est par exemple sur ces pistes interurbaines. Le plus classique des guidages aujourd'hui, c'est d'utiliser la capacité de signalétique lumineuse de la peinture pour marquer l'axe de la route, pour
sécuriser, là encore, rassurer l'usager de façon à ce qu'il voit la piste se dérouler. Il va pouvoir le voir à plus de 50-80 mètres, donc bien au-delà de ses phares de vélo. Et ça va encourager à utiliser sans avoir à ralentir, à aller à 2 km/h. Quand on utilise au quotidien, il faut pouvoir continuer à avoir une pratique normale. À droite, c'est la même chose, mais pour une piste, enfin une voie verte avec du marquage en rive. Voilà pour les grands marquages de guidage. Deuxième usage, je disais, c'est l'alerte. Alors, sur le piéton, on a un usage qui va se développer très prochainement, qui est celui du marquage du passage piéton. Montrer aux piétons où est le passage de façon à ce qu'ils traversent à l'endroit où ils attendent les voitures. La peinture blanche qui est utilisée pour les chaussées est en cours de certification avec des retours de conformité qu'on a eu très récemment. Donc, on espère avoir la certification en fin d'année. Donc, c'est quelque chose qui devrait se développer. En attendant, sur des voies propres aujourd'hui, des voies douces, on voit du marquage, par exemple, ici, comme pour des pictos pour rappeler la mixité des mobilités, baisser les conflits d'usage entre cyclistes et piétons. Mais on a aussi des exploitations de cette peinture qui commencent à sortir avec, par exemple, l'utilisation dans des espaces publics fermés. La peinture n'a pas besoin de lumière directe du soleil pour se charger. Elle peut être en sous-bois, mais ça peut être aussi en intérieur avec l'éclairage électrique. Et là, ça permet, par exemple, de continuer à avoir une circulation sécurisée des piétons dans des espaces publics à partir du moment où il y a une coupure d'électricité. D'autres choses qui sont en test et qui, là, on va vraiment à pieds joints dans l'actualité. Les fabricants de mobilier urbain sont en train de tester la peinture sur des plots, des potelets, sur des blocs de sécurité. On va vers l'extinction de certaines zones urbaines très tôt dans la soirée, de plus en plus tôt. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que les piétons voient les obstacles et que le mobilier urbain ne se transforme pas en zone accidentogène pour les piétons. Le marquage d'alerte pour les cyclistes, enfin, sur les mobilités cyclables, aujourd'hui, il est utilisé toujours en reprenant la signalétique classique, la signalétique de jour et en exploitant la capacité lumineuse de la peinture, comme ici à gauche pour montrer qu'on est en train de longer un mur dangereux. Le cycliste, il ne sait pas quel est le danger, mais à partir du moment où il voit une ligne continue sur le côté, il comprend qu'il ne faut pas franchir, qu'il ne faut pas s'en rapprocher. Ça permet aussi de voir en avance qu'il y a un virage très serré et surtout qu'il y a une intersection. Là aussi, Joachim en parlait. Arriver sur une intersection, zone de danger, il faut que le cycliste puisse freiner en avance et pas arriver directement avec ses phares. Il va le voir à 8 mètres. Avec la peinture, il le voit à plusieurs dizaines de mètres. Là encore, c'est le même type d'usage. Vous le voyez à gauche sur cette arrivée sur intersection, mais en plus, le marquage qui permet de signaler à l'usager en s'évasant autour de la barrière qu'il y a un obstacle qu'il va voir au dernier moment, mais au moins il aura vu que la piste le contourne et il va pouvoir l'éviter. À droite, la peinture est utilisée pour pouvoir permettre à l'usager de voir à quelle distance, quelque part du canal, il est en train de circuler. Ceux qui sont sur cette piste savent qu'ils sont au bord de l'eau, mais ils ne savent pas à quelle distance, là encore, le rassurer pour lui montrer qu'il est toujours dans une zone sécurisée. Et dernier exemple, du marquage de points singuliers, comme ici des rétrécissements voulus ou un peu subis par la configuration de la piste. Donc voilà un peu les grands usages qu'on voit aujourd'hui se distinguer sur des mobilités, qu'elles soient piétonnes ou cyclables. Et les retours qu'on a au travers de ces différents exemples de nos collectivités, c'est qu'ils retrouvent effectivement dans les témoignages qu'ils ont des usagers ce côté rassurance. Ça m'encourage à rester sur les aménagements à la nuit tombée. Je peux continuer à prendre mon vélo, y compris à l'automne, en hiver. Je sais que quand je vais rentrer à 8h, à 9h, je vais voir où je circule. Et surtout, ça permet d'anticiper des zones de danger et donc ça me permet d'adapter ma vitesse.
Je ne vais pas vous citer tous les témoignages qu'on a mis sur cette page. Je pense que le premier est un bon résumé. On l'a reçu il y a très peu de temps de la mairie de Saint-Paul à La Réunion. L'objectif est atteint et le résultat est de grande qualité. Nous avons eu des retours très positifs des usagers, des collectifs de vélo ainsi que de l'ADEAL, qui est la direction de l'environnement. Ainsi, nous ne manquerons pas d'appliquer ce marquage dans le cadre de nos futures opérations. Donc, vraiment des retours très positifs à condition qu'on soit dans l'obscurité et qu'on ne soit pas approché d'un éclairage, auquel cas, ça ne sert à rien. Plus il fait nuit et plus ce marquage va se voir. Si je termine avec deux grandes rubriques d'apport, donc sur le plan économique, on propose aujourd'hui la signalétique lumineuse la plus économique. Le kilomètre de piste cyclable que vous avez à droite, 1 kilomètre de guidage avec ce type de marquage, en incluant le prix fournisseur et de fourniture et toute la partie mise en œuvre, on est à moins de 10 000 € TTC pour la collectivité, là où le luminaire le plus proche en termes de niveau de service et le moins cher sera le plot photovoltaïque pour lequel il faut 30 000 € environ pour avoir ce même type de service. La durée de vie de la peinture est d'environ 5 ans, il faudra la renouveler à 5 ans, mais malgré tout, par rapport à ces plots photovoltaïques qui ont 10 ans de vie et des besoins de maintenance, on est sur une équation beaucoup plus intéressante. Deuxième point essentiel et de plus en plus essentiel aujourd'hui pour les collectivités, qui est celui de l'impact sur l'environnement. Cette peinture n'éclaire pas, elle s'éclaire. Elle est sur un niveau d'émission lumineuse très, très faible et pour lequel aujourd'hui, les différents spécialistes qu'on a pu consulter, que ce soit de la pollution lumineuse ou de la défense de l'environnement et de certaines espèces, chauves-souris, etc., nous disent qu'il n'y a pas de pollution lumineuse. Au travers des différents chantiers qu'on a fait, aucun phénomène étrange n'a été relevé pour la faune et la flore. La mise en œuvre se fait sans aucune destruction racinaire, ce qui ne va pas être le cas pour l'éclairage. Et on a fait faire une analyse de cycle de vie par l'APESA qui montre que, toujours comparé à 1 kilomètre d'équipement avec du plot photovoltaïque, on est sur une baisse d'impact très, très importante qu'on considère l'impact sur le changement climatique, principalement les émissions de CO2, les pollutions des eaux ou les épuisements de ressources de la planète. On est une solution de peinture solvantée, ça a un minimum d'impact, toujours plus que de rien mettre, mais dès lors qu'on veut apporter une signalétique lumineuse, on est sur quelque chose qui est aujourd'hui la solution la moins impactante. Voilà l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a vraiment une innovation qui s'inscrit dans l'enjeu des infrastructures de demain, à la fois plus sûre, plus sobre, plus économique et beaucoup plus acceptable en termes d'impact sur l'environnement, et avec les domaines d'intérêt que je vous ai montrés, et très bientôt la route pour les bandes cyclables et pour le passage piéton. J'en ai terminé. Merci. Merci Perrine pour cette présentation. En effet, on voit bien, on se rend bien compte de l'intérêt, en tout cas, qu'apporte cette technologie de peinture en complément à la sécurisation de la piste cyclable, telle que le décrivait tout à l'heure Joachim. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions. On a vu passer tout à l'heure une question pour Joachim. N'hésitez pas pour Perrine également. Ce que je vous propose, c'est qu'on les synthétise et on les soumet à nos intervenants dans cette deuxième partie de présentation. On vient de voir la partie infrastructure routière, en tout cas la piste en elle-même. Il y a un élément fort encore qui fait qu'un usager va prendre ou pas son vélo, sa trottinette, son vélo cargo potentiellement. C'est le fait de pouvoir le stationner, on en a parlé, de pouvoir le stationner, de pouvoir le sécuriser le temps de son stationnement, être certain qu'à mon retour de rendez-vous, j'ai bien toujours mon vélo, ma trottinette en lieu sûr, sécurisé. Il y a des systèmes, notamment mis en place par Nielsen Concept, dont Céline Salmon, la cofondatrice, va nous parler, qui permettent à la fois pour du vélo, de la trottinette, du vélo cargo. Je vous parlais des vélos cargo VUF tout à l'heure. Je pourrais vous citer du vélo cargo, en tout cas du transport de la logistique dernier kilomètre, de midi pile par exemple aussi. Céline, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les propositions et la technologie de Nielsen ?
Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, on va parler stationnement vélo, on va parler mise à disposition de vélos en libre partage. Donc, nous, Nielsen Concept, on est une entreprise qui est basée à Nantes. Dans tout ce que l'on fait, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que la pratique du vélo soit largement répandue. Et pour ça, en fait, tout part des usagers. Donc, en fait, depuis le début, depuis notre fondation en 2005, on écoute les usagers pour voir quelles sont les principales contraintes qu'ils peuvent rencontrer. Tu peux passer les slides, Bruno. Donc, on a fait, le constat il est largement partagé au niveau des usagers. Aujourd'hui, un des principaux freins à la pratique du vélo, on le sait, c'est la peur du vol, devant même le manque d'infrastructures cyclables, avec toujours 400 000 vélos volés chaque année en France, et ce qui n'est pas négligeable. Donc ça, c'est un frein essentiel. Les usagers remontent aussi un certain manque de services à l'usager, parce que faire du vélo, c'est bien, mais pour en faire régulièrement, il faut que ça soit facile, pratique au quotidien. Et puis, du côté des donneurs d'ordre, il y a, on le voit parmi toutes les politiques publiques, une vraie volonté aujourd'hui d'apporter des alternatives à la voiture. Il faut que ces alternatives, elles soient pérennes et puis qu'elles soient aussi, dans la mesure du possible, mesurables, parce qu'il est important pour une collectivité qui va mettre en place du système de stationnement vélo ou de vélo en libre partage, de savoir est-ce que ce que je propose finalement est utilisé, est-ce que j'ai un retour sur mon investissement et est-ce que je favorise bien le développement de la pratique du vélo. Alors, ce qu'on a développé, nous, chez Nielsen Concept, donc notre métier de base, on est fabricant, designer d'abris vélo sécurisés. On est notamment connu pour notre conteneur maritime recyclé, que vous voyez à gauche. On a développé depuis, bien évidemment, toute une série de stationnements vélo qui va répondre aux besoins de nos clients qui sont finalement assez larges. On a des collectivités, des entreprises, des bailleurs sociaux, des écoles, etc. Enfin, le stationnement vélo, c'est un besoin qui est largement partagé. Donc, on a toute une série de stationnements qui va s'adapter en fonction du foncier disponible, en fonction de la capacité qui est demandée par le client. Ce qu'on a voulu aussi, alors bien évidemment, ces abris, ils sont agrémentés de tous les services indispensables à l'usager vélo. On en parlait tout à l'heure. Donc, on a de la petite réparation de vélo, des stations de gonflage, des casiers pour les effets personnels, de la recharge aussi, puisque aujourd'hui, il y a de plus en plus de vélos électriques et bien évidemment, les gens ont besoin d'une recharge qui est souvent ponctuelle. L'idée, ce n'est pas de recharger la totalité de sa batterie, mais c'est de pouvoir se dire, si je fais mon trajet à vélo et qu'il me manque un petit peu de batterie pour revenir, j'ai la possibilité dans l'abri de pouvoir le recharger. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte aussi que la pratique du vélo pouvait être limitée par le fait que certaines personnes n'avaient pas toujours les moyens d'investir dans un vélo, notamment pour des trajets un petit peu plus longs. Sur des trajets courts, les gens n'hésitent pas à prendre leur vélo. Sur des trajets un peu plus longs, il y a beaucoup de trajets qui sont possibles en vélo électrique, mais ça peut coûter cher. Et puis, certains usagers vont dire, moi, ce n'est pas très pratique parce que je dois aller chercher mes enfants à l'école, je dois aller faire mes courses. Donc, de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, mais ça pourrait être intéressant finalement de proposer à nos clients de mettre à disposition des usagers des vélos cargo pour les gens qui n'ont pas forcément de vélo, mais qui souhaitent l'utiliser et peut-être se rendre compte au bout de quelques mois que effectivement ce vélo cargo, il est facile à utiliser et il permet, pourquoi pas, de substituer à terme un deuxième véhicule motorisé dans le ménage. Alors, pour rendre tout ça possible, il nous fallait aussi développer un système de contrôle d'accès facilement partageable entre les usagers. Parce qu'aujourd'hui, le stationnement vélo, si on est sur un digicode mécanique, comment est-ce que j'en partage le code? Comment est-ce que je peux mettre un vélo à l'intérieur de l'abri en partage? Et bien, tout ça, ça peut être résolu via un contrôle d'accès digital et c'est ce qu'on a développé l'année dernière. On a développé une application mobile qui va avoir plusieurs fonctionnalités.
Tu peux passer sur la slide après, Bruno. La première, c'est qu'elle sert de contrôle d'accès. Alors, comment ça fonctionne? Je suis usager, la collectivité de Nantes, par exemple, met à disposition un abri vélo sécurisé accessible via cette application. Eh bien, je me connecte à l'application, je crée mon compte et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir avoir librement accès au stationnement vélo. Donc, je vais pouvoir réserver une place de stationnement pour le lendemain, par exemple. Je bloque ce créneau d'accès et l'application me délivre un code PIN que je vais pouvoir rentrer sur le digicode digital qui est présent sur la porte d'entrée. Donc, premier usage, le contrôle d'accès simplifié et du coup largement partagé entre les usagers. Ce que ça permet également, donc réserver une place de stationnement pour son propre vélo à l'avance, j'en ai parlé. L'application, elle permet aussi de réserver une ressource connectée. C'est-à-dire qu'on met à disposition, on peut mettre à disposition à l'intérieur des abris, comme je le disais précédemment, des solutions de mobilité. Eh bien, l'application, elle va permettre de déverrouiller ces solutions de mobilité et de les partager entre les usagers. Elle permet aussi tout un tas d'autres fonctions, comme bien sûr la monétisation, etc. Et tout à l'heure, je parlais du fait que la remontée de données est importante pour les donneurs d'ordre. Eh bien, l'application, elle vient avec un dashboard. Donc, la collectivité ou l'entreprise qui met à disposition cette solution va pouvoir savoir qui sont les usagers, combien ils sont, à quel moment ils sont rentrés dans l'abri. Donc, avoir la certitude que les solutions installées sont bien utilisées ou peut-être qu'elles sont implantées à un mauvais endroit et qu'elles seraient plus efficaces à un autre endroit. Donc, ça permet vraiment aux donneurs d'ordre de piloter toute cette partie-là. Alors, l'application, elle permet, comme je vous disais, un certain nombre d'usages, où j'ai listé ici quelques exemples. Donc, premier usage, l'usage finalement le plus répandu et le plus classique, le fait de proposer du stationnement vélo sécurisé à un large choix d'usagers. Donc là, on a un exemple d'abri vélo conteneur maritime qui est au sein d'une collectivité qui est basée près de Lyon, donc avec la solution digitale de contrôle d'accès pour du stationnement pur, donc une vingtaine de places de stationnement vélo. On le voit juste sur la slide précédente, Bruno. Pour expliquer comment ça fonctionne à l'usager, on a un panneau informatique qui va lui expliquer toute la démarche de connexion à notre application. Un deuxième usage du coup, qui se développe et qui commence à nous être demandé par un certain nombre de collectivités, c'est du mix de stationnement et de vélo en libre partage. Donc là, on a un exemple, c'est sur la ville de Chatou, du côté de Paris, où on a un exemple du coup de stationnement. On a une quinzaine de places de stationnement et la collectivité a souhaité mettre à disposition des résidents de la ville de Chatou un vélo cargo pour voir ce que ça donnait. Est-ce que les usagers utilisent ce vélo cargo? Est-ce que les retours sont positifs dans l'optique de décider par la suite si effectivement ils élargissent cette offre ou pas? Et puis, on peut aller aussi beaucoup plus loin. Et là, vous avez un exemple de ce qu'on a pu implanter sur le parvis de la gare d'Austerlitz à Paris. Donc, c'est une expérimentation qui a eu lieu dans le cadre de l'Urban Lab de Paris. On a travaillé avec la ville, du coup, sur une solution de 100% vélostation inclusive. C'était la première expérimentation de ce type en France, où finalement, on va intégrer l'ensemble des solutions que je vous ai présentées précédemment. Donc, on a une solution de stationnement, alors là, qui est du box individuel sécurisé, dans lequel on a mis un vélo cargo avec différents usages. Donc, on a du vélo logistique, du vélo pousse-pousse pour les personnes âgées, du vélo pour des personnes en manque d'équilibre, jusqu'au vélo famille. L'idée, c'est de mettre à disposition ces 4 vélos à destination des usagers de la ville, n'importe qui souhaite louer ce vélo pour une journée, pour 2 jours. On a eu le cas la semaine dernière, quelqu'un qui voulait faire un déménagement d'appartement, il a loué notre vélo logistique et il en était ravi. Pour des gens qui souhaitent faire une balade dans Paris avec des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo et qui ne peuvent pas peut-être pédaler, dans ce cas-là, ils utilisent le vélo pousse-pousse avec 2 personnes à l'avant. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les cas d'usage que l'on peut mettre en place avec ce fameux contrôle d'accès digital qui permet la mise à disposition de ressources via cette application, et puis les différents usages qu'il peut y avoir à travers le stationnement vélo ou le vélo en libre partage.
Voilà, donc l'objectif derrière tout ça, vous l'avez compris, c'est de permettre la mobilité pour tous, un peu partout, et quel que soit le besoin, l'âge ou le handicap de la personne. Merci Perrine, merci Céline, pardon, pour cette présentation. En effet, on peut remarquer que après être sorti de la partie vraiment bitumée, infrastructure routière, en effet, on n'est plus à simplement disposer son vélo avec un antivol sur le plot, sur la borne au coin de la rue. On est vraiment sur des infrastructures lourdes, sécurisées, qui font partie aussi, je dirais, avec toute la composante du recyclage par rapport, on l'a vu sur des containers maritimes, avec un panel de services qui est proposé, alors notamment par Nielsen Concept, qui sont là pour aider à l'usage, aider à sécuriser l'usage du vélo et du mode de transport d'ailleurs doux, quel qu'il soit. Merci Céline. Ce que je vous propose maintenant, mais c'est finalement de se faire un petit temps, se disant, on a vu l'infrastructure routière, on a vu la possibilité de sécuriser dans un bloc, dans un produit fermé, son vélo, de façon à pouvoir garantir à la fois sa présence à mon retour, de façon aussi à pouvoir sécuriser aussi peut-être la présence tout simplement d'un vélo cargo pour une location à venir. Je vous propose maintenant qu'on fasse un point sur justement l'extrême et se dire qu'est-ce qui se passe si je réfléchis à mon principe de vélo, à mon schéma directeur vélo, sans implanter d'installation fixe. Il y a des agglomérations qui le testent, qui le font. Je vous propose qu'on recueille l'avis de Guilhem Leroux, qui est responsable grand compte chez Pony, pardon, de façon à pouvoir obtenir ce retour d'expérience. Guilhem, à toi de jouer. Ton micro est coupé, Guilhem. Excusez-moi du coup. Donc, je vous propose de commencer par une brève présentation de Pony. Donc, on est un peu le pionnier français des nouvelles mobilités. Donc, par nouvelle mobilité, on entend vélo, vélo assistance électrique et trottinette électrique partagée sans station d'attache, donc sans infrastructure. On a notre siège social à Angers, un gros bureau à Bordeaux ainsi qu'un bureau à Paris. On est présent dans 14 villes en Europe. C'est 8000 véhicules sous gestion et je reviendrai un peu sur le nombre d'utilisateurs. On a été fondé en 2017, donc on a maintenant 5 ans. Donc, ce que je vous disais, c'est que le principe, c'est qu'on propose des trottinettes et des vélos à assistance électrique disponibles via une application mobile. Donc, vous avez ces véhicules, ils sont connectés à une application. Via l'application, vous pouvez déverrouiller votre véhicule, faire votre trajet, le stationner, verrouiller le véhicule et ensuite payer votre trajet directement depuis l'application. Donc, vous n'avez plus besoin d'une station pour sécuriser le vélo ou la trottinette. Donc, on ne vient pas attacher le véhicule à une borne, que ce soit une borne de recharge ou une borne de verrouillage. Et il n'y a plus non plus besoin d'un abonnement. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être abonné pour faire votre trajet. Vous pouvez juste décider de faire une course une fois par mois ou une fois par an. Et il n'y a pas de carte d'abonné au transport en commun ou même de borne sur laquelle vous allez mettre votre carte bleue pour payer. Tout va se passer directement via une application. Historiquement, en fait, quand Vélib est né ou Vélov à Lyon, donc autour du début des années 2000, entre 2000 et 2007, c'est là où les systèmes avec station sont apparus. En fait, à l'époque, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas d'Android, donc on avait besoin d'une gestion du stationnement qui passait par des réseaux physiques. Donc, on a créé des bornes via lesquelles on pouvait gérer le déverrouillage et aussi gérer le paiement, puisqu'en fait, toutes ces bornes disposaient, notamment celle-là, d'un terminal de paiement qui était relié soit via le réseau, soit via des câbles sous terre, à un gestionnaire de paiement. Et c'est pour ça, à l'époque, on avait besoin des bornes. En fait, en 2007, l'iPhone sort et très rapidement, tout le monde a un terminal de paiement dans ses poches et une connectivité qui permet de connecter le vélo. Et donc, nous, c'est exactement ce qu'on a fait. En fait, on a digitalisé l'infrastructure de paiement et l'infrastructure de stationnement. Donc, aujourd'hui, sur l'application Pony, vous avez le choix de la méthode de paiement. Donc, deux modes, soit vous payez au trajet, soit vous rechargez votre compte. Et on va avoir plusieurs modes de paiement disponibles. On va avoir les cartes de crédit, Apple Pay, on va avoir des cartes cadeaux, on va avoir aussi ce qu'on appelle PaySafe Cash. Donc, vous allez chez votre buraliste, vous donnez de l'argent, il vous génère un code, vous le scannez avec votre appareil photo et vous avez pu payer votre trajet directement en cash. Et derrière, on va avoir complètement digitalisé l'infrastructure de stationnement grâce à la géolocalisation. Au tout début, je suppose que vous avez l'image un peu médiatique du free floating.
où les véhicules pouvaient un peu être stationnés n'importe comment. Donc, initialement, ce qu'on avait juste fait, c'est qu'on avait, juste entre guillemets, créé un cadenas connecté qu'on installait sur nos véhicules. L'application, vous cliquez sur verrouiller, le cadenas se verrouillait. Depuis, on a énormément amélioré cette infrastructure de stationnement grâce à la géolocalisation et ce qu'on appelle le géofencing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez cliquer sur le bouton déverrouiller que dans certains lieux. Donc, typiquement, à Angers ou à Bordeaux, on a repéré des lieux de stationnement, on les a géolocalisés, ils sont indiqués dans l'application par une icône P de couleur rose. Et si vous n'êtes pas sur cet emplacement de stationnement, en fait, vous ne pouvez pas procéder au verrouillage de votre véhicule, vous avez un message d'erreur qui apparaît. Donc, réellement, on arrive aujourd'hui à fournir un stationnement qui est aussi ordonné qu'un système avec station, mais sans station, juste avec le géofencing. Pourquoi ce modèle il est intéressant? C'est parce qu'en fait, il est beaucoup plus compétitif. Il y a un déploiement qui est beaucoup plus rapide. Vous n'avez pas besoin de faire des travaux d'infrastructure, des travaux publics pour installer le système. Il suffit juste de mettre les véhicules dans la rue. Le fait qu'il n'y ait pas de travaux publics, c'est qu'on a un coût de déploiement qui est divisé par 100. Le chiffre qu'on rappelle souvent, hein, qui peut un peu varier, mais c'est pour Vélib, c'est 100 000 € la station et vous n'avez toujours pas mis de vélo dessus. Vous avez juste construit la station, vous n'avez pas payé de vélo, vous n'avez pas payé les opérations. Nous, du coup, on arrive, sans cette infrastructure, on divise complètement le coût par vélo par 100. L'autre avantage, c'est qu'il y a une innovation continue. Quand vous installez, une collectivité installe un système de bornes, en fait, vous créez une borne qui est compatible avec un vélo ou avec une trottinette. Ce qui fait que durant les 10 années durant lesquelles vous allez amortir cette infrastructure un peu lourde de station, vous ne pouvez pas faire évoluer votre vélo, ou très peu. Vous ne pouvez pas faire évoluer votre trottinette. Nous, en moyenne, le véhicule il va changer tous les 6 mois. Alors, ça va être de l'innovation un peu continue, parfois visible, parfois invisible. Mais à chaque fois qu'on va refaire une série de vélos pour déployer, on va modifier des choses et on ne va pas du tout avoir de dépendance à la technologie de la station. Donc, on va pouvoir proposer plein de choses en fait, sur le véhicule pour innover. Cette innovation elle va aussi se passer dans l'application. Typiquement, aujourd'hui, pour déverrouiller le vélo, après 22 heures, vous avez un jeu anti-alcool. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire un petit test dans l'application qui n'est pas aussi précis qu'un alcotest, mais un test de réactivité qui va pouvoir dire à la personne « Ah non, vous avez trop bu, prenez pas de vélo, prenez pas de trottinette ». Avec la borne, installer un tel test sur une borne de recharge, ça aurait été extrêmement compliqué. Donc, le fait qu'on ait une application mobile qui soit extrêmement agile, ça fait qu'on peut aussi proposer des innovations là-dessus. Le fait que ce soit moins cher, on peut vraiment faire une couverture territoriale plus large. On a gagné l'appel d'offres de Bordeaux. Là, on a eu le résultat hier sur 750 vélos à assistance électrique. On fait 24 communes dans la métropole de Bordeaux, ce qui est beaucoup plus large que ce que fait le système qui est appelé VCube, hein, qui est géré sous DSP avec station à Bordeaux. Donc, on va beaucoup plus loin sur le territoire pour un prix qui est beaucoup moins cher. Et enfin, on a un coût carbone qui est très inférieur, puisqu'à chaque fois que vous faites des stations, en fait, vous devez avoir de l'ALU, des travaux publics, et ça, c'est assez émetteur de carbone. Alors que nous, le seul coût carbone que vous avez, c'est vraiment le véhicule et le système un peu opérationnel pour le gérer. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y avait un défi technologique qui était le respect de l'espace public. Ce défi, on l'a complètement aujourd'hui dépassé, relevé. Donc, avec la géolocalisation, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a rajouté une brique technologique qu'on appelle le Visual Positioning System. Donc, c'est qu'en fait, vous avez avec votre appareil photo et une API de Google Maps, un scan de l'environnement urbain qui nous permet de vérifier, en plus de la géolocalisation, que le véhicule est stationné au bon endroit. Et en plus de ça, on va demander une photo de fin de trajet. On a développé une intelligence artificielle qui vient en fait scraper chaque jour toutes les photos. Et toutes les photos qui sont jugées problématiques, elles sont envoyées à notre équipe opérationnelle. L'équipe opérationnelle les regarde et si jamais le stationnement est problématique, on va venir appliquer une pénalité de 10 € pour responsabiliser l'utilisateur dans son usage. Enfin, il y avait un autre défi que les bornes de recharge ont un peu réglé, que nous, on devait régler, c'était comment on fait pour recharger nos véhicules. Initialement, la batterie était fixe sur le véhicule et on devait sortir le véhicule, le ramener à l'atelier et le recharger. Ce qui faisait que toutes les trottinettes, alors ce n'était pas tous les jours, mais c'était tous les 3-4 jours, on devait aller les chercher, les mettre dans des camionnettes électriques, les ramener à l'atelier et les recharger. Donc, la trottinette était rendue indisponible à la location. Il y avait quand même beaucoup de mouvements de véhicules. Et aujourd'hui, on a complètement changé ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé sous un système de batterie amovible. Donc là, ici, vous voyez, il y a une trappe dans la trottinette, la batterie est dedans. Notre agent vient ouvrir la trappe, prend la batterie déchargée et remet une batterie chargée. On a pu innover sur les batteries. Donc, on a pris des batteries sans soudure faites en France par le fabricant Gouache. Ces batteries sans soudure, elles ont l'avantage d'être complètement réparables, donc une durée de vie de 10 ans. Et ensuite, on est venu ajouter une brique encore de responsabilité environnementale, c'est qu'on fait tous ces changements de batterie en cyclo-logistique avec des vélos cargo.
Donc, on n'a plus besoin de camionnettes. On est vraiment 100% vert sur cette opération-là. En revanche, est-ce que ce n'est pas d'infrastructure vraiment? C'est un peu faux parce que déjà, on va beaucoup utiliser les infrastructures existantes, que ce soit les pistes cyclables dont on a parlé en introduction, pour nos utilisateurs qui vont vraiment venir valoriser ces pistes cyclables. Mais surtout, on va utiliser tous les arceaux vélos. Donc, tous les arceaux à vélo des villes, nous, on va pouvoir les géolocaliser et venir se stationner dessus, autant sur les vélos que les trottinettes. Et ensuite, on va aussi faire des places en marquage, comme celle-ci. Mais bon, une place en marquage, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près entre 400 et 600 € en fonction de l'endroit où on le fait et du prestataire, ce qui est toujours largement inférieur à la station à 100 000 € quand vous mettez des bornes. Ces stations, j'appelle ça station maintenant, que ce soit des arceaux ou des marquages, elles ont l'avantage de donner un guide visuel à l'utilisateur lors de son stationnement. Si vous faites seulement référencer une place sans aucun guide visuel, l'utilisateur va pouvoir positionner sa trottinette pas forcément correctement ou son vélo pas forcément correctement. Alors que là, il y a vraiment un guide visuel qui lui permet de se stationner de la bonne manière. Aujourd'hui, on atteint 98% des véhicules qui sont bien stationnés, donc sans borne, sans infrastructure. Et l'impact, il est vraiment important, l'impact de nos services. On a fait plus de 1 million de trajets sur les 6 derniers mois. Depuis 2017, c'est 500 000 utilisateurs qui ont utilisé l'application Pony et un véhicule Pony. Dans une ville comme Angers, on fait à peu près 10% du flux du tram par jour. Et dans une ville comme Bordeaux, pas seulement nous, parce qu'il y a d'autres opérateurs, mais la micromobilité partagée, donc des services équivalents au nôtre et le nôtre, on fait à peu près 10% des flux cyclables de la ville. Donc, on vient vraiment augmenter l'utilisation des pistes cyclables et le nombre de cyclistes dans une ville ou le nombre de trottinettistes. Et on fait à peu près des trajets de 2,5 km en moyenne, ce qui est largement supérieur à une distance marchable. Donc, pour dire qu'on vient un peu convertir des utilisateurs de la voiture vers des modes un peu plus doux. Voilà, j'ai été assez rapide et assez succinct. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La présentation est finie. Vous avez ici mes coordonnées si jamais ça vous intéresse d'en discuter un peu plus. Merci Guilhem. Je pense qu'on voit bien que la boucle est bouclée entre se définir le plan de déplacement, le schéma directeur des déplacements, tout en y intégrant à la fois la partie infrastructure, la partie pôle pour pouvoir y stationner, sécuriser les vélos, trottinettes, vélos cargo, mais aussi les emplacements de stationnement dits sans infrastructure. Ça fait vraiment partie de cette politique des autorités organisatrices de la mobilité et qu'elles ont à mettre en place. Merci à vous quatre. Il y avait une question tout à l'heure qui était destinée à Joachim. Je vous propose qu'on entame cette session de questions-réponses. N'hésitez pas, Joachim. Alors, la question de tout à l'heure, Camille, si tu veux bien la reprendre, elle était liée au marquage couleur de mémoire. Oui, tout à fait. C'était concernant les pistes et bandes cyclables. Pourquoi ne pas prendre exemple sur les Pays-Bas avec les voies de couleur rouge, meilleure sécurité et segmentation des flux de trafic? Oui, tout à fait. Et des territoires l'ont fait. Notamment, on a à Saint-Nazaire ce principe d'aménagement cyclable rouge, et pas que. Il y a plein de territoires qui ont choisi une coloration pas forcément rouge, mais pour renforcer visuellement l'aménagement cyclable, ce qui a vraiment un impact. Attention, cela dit, dans le revêtement, il y a plusieurs choses qui arrivent dans le cahier des charges lorsqu'on choisit son revêtement. Et pour les cyclistes, c'est important, en particulier, que le revêtement reste bien roulant. Par exemple, des fois, on fait du grenaillage, qui est une méthode d'abrasion finalement de l'enrobé, et on va avoir un enrobé qui est un petit peu moins roulant. On peut avoir aussi un autre enjeu qui est qu'il ne faut pas que le revêtement soit glissant par temps humide. Ça, c'est très important. Ça, c'est un problème qu'on peut avoir si on utilise une peinture qui n'est pas assez adhérente. On peut avoir ce problème d'humidité. Et puis, un troisième problème qu'on peut avoir, ça va être au niveau de la jonction entre l'enrobé de la chaussée principale et notre aménagement cyclable. Là, il peut se créer une petite fissure avec le temps si on a utilisé deux enrobés différents. Voilà, on a différentes problématiques. Évidemment, il y en a une dernière que je n'ai pas abordée ici, c'est la question de la solidité de ce qu'on fait, notamment lorsqu'on a des aménagements cyclables sur lesquels des véhicules aussi sont amenés à circuler, par exemple le chausssidou, que nous on appelle plutôt chaussée à voie centrale banalisée. Eh bien, si vous faites quelque chose qui est trop fragile, eh bien, il va s'abîmer avec les véhicules qui circulent dessus. Donc, on a différentes choses finalement dans le cahier des charges, mais si on arrive à concilier tout ça avec une coloration et un coût acceptable, eh bien oui, c'est très intéressant.
On parlait, alors si, peut-être, j'avais une remarque, je vois qu'il y a une question, Éric Blanchard, du coup, si, si on peut poser la question, alors soit par écrit, alors la question est différente de la couleur. Je vois pas Alors, la question. normalement, Eric devrait pouvoir parler s'il active son son. J'ai autorisé le poser la Oui, question. bonjour, mais non, Bruno, j'ai pas posé de Non, questions. je vois que la main est Question levée, c'est pour ça. technique, pardon, mais pas une D'accord, je vois que la question. main est levée, c'est pour ça. Ok. Bah, donc, du coup, c'est vrai que Joachim, tu as abordé la partie structure, la partie mise en place alors à la fois de la résine, du grenaillage, etc. Ça m'amène une question du coup pour Perrine côté Polychrome. Est-ce que la mise en place de cette peinture, on a bien entendu compris la durée de vie, est-ce que ça nécessite une installation particulière ou est-ce que les agents d'un territoire sont à même de pouvoir poser cette peinture? Et puis du coup, j'imagine aussi, mais ça je pense que tu vas nous rassurer rapidement, qui dit peinture sur la chaussée dit potentiellement risque de glissade. Alors pour les cyclistes, pour les motocyclistes aussi, c'est leur dent de frayeur également. Est-ce que tu peux nous rassurer à ce niveau-là? Alors, c'est déjà, si je parle de ce premier point, effectivement, nos peintures ont un très bon niveau d'anti-glissance. Qu'on parle de la peinture Veramone qui est que sur les aménagements dédiés, donc il n'y aura pas de motocyclistes, mais il y aura les piétons et les cyclistes ou des trottinettistes, ou qu'on parle de celle qui est en cours de certification, la blanche, et pour lesquelles le CEREMA a relevé la conformité, y compris sur de l'anti-glissance, et jusqu'à 1 million de passages de roue. Donc, on n'est pas là pour le coup sur tout ce qui est usage en chaussée circulée. L'anti-glissance n'est pas un sujet, sinon on n'aurait pas la conformité. Pour répondre à la question de l'installation, on est vraiment sur une peinture entre guillemets classique, prête à l'emploi, qui peut être posée par tout applicateur professionnel, qui soit en régie ou qui soit d'un réseau d'applicateurs partenaires, prestataires. Il y a certaines conditions à respecter, notamment en termes de dosage, parce que les émissions lumineuses qui sont annoncées sont avec un dosage qui est de minimum 800 grammes au mètre carré. Donc, si on est en dessous, on n'aura pas la performance. On peut doubler, on n'améliorera pas la performance. Sinon, on annoncerait plus que 10 heures. Mais sinon, aujourd'hui, les applications sont faites partout en France ou ailleurs par des applicateurs avec des machines airless et exactement les mêmes compétences et le même matériel que n'importe quelle peinture. Merci Perrine. Il y avait une autre question qui nous est posée. Je veux bien la prendre si tu veux, Camille. Alors peut-être plus pour Céline Salmon ou pour Guilhem Leroux. En effet, la cohabitation entre les modes, les vélos en libre service, les vélos par location en longue durée, le free floating, est-ce que dans votre retour d'expérience et sur les différentes et les nombreuses villes dans lesquelles vous intervenez, vous avez déjà remarqué cette cohabitation, ce que je crois. Comment se passe-t-elle? Avez-vous un retour d'expérience à ce niveau-là? Je peux y aller si tu veux, Bruno. Vas-y. Ouais, c'est tout à fait possible. En fait, c'est assez complémentaire. Ça ne va pas forcément être le même type de client. Je n'ai pas de données précises, mais globalement, on sous-estime toujours le nombre de vélos et le nombre de trottinettes dont on a besoin en libre service dans une ville pour avoir un service pertinent. En fait, on a besoin de beaucoup plus de vélos que ce qu'on pense. Et donc, dans une ville comme Paris, il y a aujourd'hui à peu près 20 000 Vélib en circulation, il y a 15 000 trottinettes et on doit être autour, pareil, entre 15 et 20 000 vélos en libre service free floating, en plus du programme Véligo de la région Île-de-France, qui est le programme de location longue durée qui cartonne complètement. Et en fait, ce qu'on voit juste, c'est que le fait qu'il y ait toute cette offre, il y a un foisonnement complet, ça fait juste beaucoup plus de cyclistes chaque année et la croissance du nombre de cyclistes, elle vient aussi de ça. Donc, nous, on se considère en tant qu'opérateur free floating, donc complètement privé, sans subvention des collectivités, à coût zéro pour la puissance publique, qu'on est complètement complémentaire de tout ce qu'ils vont mettre en place en termes de vélos avec station, qui vont plus fonctionner sur le DSP. Encore une fois, ça ne va pas forcément être les mêmes clients. Type DSP, on va avoir beaucoup de clients réguliers, abonnés, alors que nous, on va plutôt viser les clients qui vont avoir besoin ponctuellement de la solution. Nous, on va avoir des clients qui vont faire entre 5 et 6 trajets par mois. Donc, on n'est pas sur du domicile travail, on n'est pas sur du domicile école. On ne va pas être la solution quotidienne de mobilité.
mais on va venir là pour les moments où ils en auront besoin. Donc, par exemple, un vélo qui a crevé son vélo et donc ou qui a un problème mécanique, qui vont avoir besoin d'un vélo pour 3-4 jours dans le mois, le temps qu'il soit réparé. Besoin d'une personne qui va prendre le bus le matin, qui le soir va aller au ciné, qui aura plus de transport en commun, qui va prendre notre solution. Donc voilà, on va vraiment aller plus sur cette complémentarité dans le bouquet de services qui permet aux gens de se passer de la voiture. Merci Guilhem pour cette précision. Joachim, du coup, tu lèves la main, tu avais une précision à apporter? Oui, tout à fait, sur la même question et dans le prolongement exactement de ce que vient de dire Guilhem. Trottinette électrique, vélo électrique et vélo non électrique sont en fait assez compatibles. On a des vitesses qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais tant qu'on parle de véhicules qui sont autorisés, donc qui sont théoriquement, l'assistance s'arrête à 25 km/h ou la vitesse s'arrête à 25 km/h pour les trottinettes électriques, eh bien, c'est assez compatible. Et donc, ça pose surtout en fait la question du nombre d'usagers. À partir de quand le nombre est plutôt un avantage ou un inconvénient. Dans beaucoup de territoires, finalement, le plus gros problème là-dessus, c'est qu'on a plutôt trop peu d'usagers. Donc, l'arrivée de ces nouveaux usagers est un avantage, puisque lorsqu'on conduit, en fait, une partie des accidents sont liés au fait que, vu qu'on ne voit pas assez de cyclistes, on n'est pas habitué à en tenir compte. Donc, à partir du moment où on a un flux un peu plus constant de ce mélange de cyclistes et d'engins de déplacement personnels motorisés sur les aménagements cyclables, on va plus facilement en tenir compte. Notamment, je vous ai parlé tout à l'heure de la question de l'ouverture de portière. Ça, c'est typiquement quelque chose, parce que vous ne voyez pas suffisamment de cyclistes passer, vous ouvrez votre portière sans faire suffisamment attention. Ça peut arriver à tout le monde. Et du coup, plus de nombre égale plus de visibilité. Une fois qu'on atteint un certain nombre, et ben là, effectivement, avec le nombre qui augmente, il faut tout simplement revoir à la hausse les aménagements cyclables, leur largeur notamment. Si je repartage une seconde ce que je vous ai montré très rapidement tout à l'heure, il y avait cet écran je vous ai parlé de 2 critères à gauche, mais il y avait le troisième critère qui était effectivement le nombre d'usagers. D'usagers, je veux dire cyclistes ou affiliés. Si on en a beaucoup, effectivement, là aussi, il faudra prévoir des aménagements cyclables plus qualitatifs et plus capacitifs que, évidemment, si on en a peu. Merci Joachim. Bien, écoutez, s'il y a d'autres questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Sinon, je vois midi 10, bientôt midi et quart, le temps de prendre son vélo, sa trottinette pour partir déjeuner. Merci à tous. Vous pouvez retrouver le replay de notre webinaire bientôt en ligne sur le site web ID4Car. Merci à l'ensemble des intervenants, merci à vous quatre, merci à l'ensemble des participants. N'hésitez pas à revenir vers nous pour relayer d'éventuelles questions qui vous seraient venues depuis. Les intervenants seront, et nous-mêmes chez ID4Car, on sera bien entendu ravis d'y répondre. Merci encore et puis n'hésitez pas à revenir sur nos événements. Merci à tous, à bientôt.